Salut à tous, bienvenue sur Dailymotion, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve déjà pour une autre critique ciné. Et ouais, en ce moment je suis en forme, entre les Wolfrug, les critiques ciné sur Hitman, The Cobra, etc. Je suis vraiment en forme en ce moment, mais il n'y a pas de raison particulière. Si ce n'est que en ce moment je fais beaucoup de choses entre guillemets, et le film que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas la première fois que je le regarde. Ça doit faire peut-être la troisième fois, voire 4. Et je l'ai regardé la première fois il y a quelques années. Et c'est un film qui s'appelle tout simplement City Hunter. Et oui, c'est l'adaptation, la seule et unique adaptation cinématographique avec des vrais acteurs, un live action movie quoi tout simplement, avec des vrais acteurs sur le manga de Tsukasa Ojo, son œuvre majeure, et mon dessin animé préféré de tous les temps. Ça, ceux qui me connaissent le savent. D'ailleurs, pour info, pour raconter un petit peu ma vie, il n'y a pas si longtemps, je viens d'acheter il n'y a pas longtemps, la valise collector de l'intégrale de Nicky Larson, donc de City Hunter VOST plus VF, en version uncut, pour 250 €, hein, donc voilà, avec l'artbook qui va bien. Donc, mais je trouve que c'est un prix raisonnable, hein, quand on compare avec le prix de la VF de base, 80 € pour la saison 1 et 2, donc ça fait 160 € pour seulement 2 saisons. Voilà quoi, là au final on est gagnant. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je voulais aussi m'acheter une réplique de Python 357 Magnum, mais bon, ça, il y en a pour entre 60 et 120 € je pense. Donc ça c'est pas encore sûr, mais c'est vraiment pour vous dire que je suis vraiment un fan pur et dur quoi de Nicky Larson. En plus, le design du Python Magnum, il change d'un épisode à l'autre, hein. Il y en a où il y a la crosse en forme de doigt, là, enfin en forme de grippe, des trous dans la crosse, là, pour faciliter la prise. Il y en a où il est blanc, il y en a où il est plus long, moins long, il y en a où il est noir, donc voilà. Et en plus, la taille n'est pas du tout respectée par rapport au... C'est censé être un 4 pouces, et il fait pas du tout... La taille, on dirait celle d'un 6 pouces, mais voilà, mais il y a que 2 trous au lieu de 3, donc ça prouve que c'est un 4. Mais bon, voilà, si je devais m'en prendre un, je pense que ce serait un 6 pouces. Hein. Donc, alors, pour revenir au film, quand même, c'est bien beau de raconter sa vie. C'est un film avec... qui sont les acteurs principaux? Eh ben, Jackie Chan, oui, dans le rôle de Ryo Saeba, incroyable. Alors ça, on va en reparler, hein, un Nicky Larson avec des bretelles, ça en vaut plus que le coup, hein, ça c'est clair. Avec la taille d'un âne de jardin, même Nicolas Sarkozy peut aller se rhabiller là. Non, je plaisante, je suis un petit peu méchant. C'est pas un mauvais Nicky Larson, hein, on va en reparler. Joey Wong dans le rôle de Laura, de Kaori, mais les noms ont été changés en VF, on va en reparler. Donc Saeko Nogami, donc Hélène, qui est interprétée par l'exceptionnel Shin Mi-yo. La très belle, la très sulfureuse, cette actrice, je l'adore franchement. Pourtant je la connais pas, hein, alors que je suis très ami avec Tila Nguyen, non je plaisante. C'était la première fois que je la découvrais, mais franchement quelle femme, quelle beauté, quel sex appeal. Elle est vraiment sublime cette femme je trouve. Donc Richard Norton qui fait le colonel McDonald, il a été trop mangé dans les fast-food. Et qui a d'autres? Gary Daniels, oui, qui fait le rôle de Kim, le garde du corps principal de McDonald's, un célèbre acteur de nanar, j'ai envie de dire, mais il n'est pas le seul, puisqu'on retrouve aussi Mike Abbott, et ouais, rappelez-vous, j'ai déjà parlé de lui dans ma présentation de Hitman le Cobra, que si vous ne l'avez pas encore vu, ben, je vous conseille d'aller la voir, parce que là c'est vraiment un pur nanar. Quoi d'autre? La copine de Saeko, c'est Carol Wan, qui est sublime elle aussi. Vraiment une femme très... qui est bien en chair, on pourrait dire, elle aussi. Et je pense que c'est à peu près tout, hein, de ceux qui méritaient d'être cités, je pense. Mais il y a plein d'autres acteurs, hein, franchement, ça en vaut plus que le coup, ce film. Alors, le scénario de ce City Hunter, le film. Alors déjà, c'est un film qui est sorti en 1993, hein, à Hong Kong. Et c'est fait par Wong Jing, le directeur. Je pourrais pas trop vous citer d'autres de ces films que vous connaissez. Il y a des films sur le kung-fu, sur le gambling, donc c'est quoi déjà? J'avais parlé dans Yakuza, c'est des jeux de hasard quoi, tout simplement. Alors, le scénario a été écrit par Wong Jing, hein, apparemment le screenplay, parce que Tsukasa Ojo, je ne pense pas qu'il ait participé à ce film, ou alors vraiment très brièvement, parce que même ses dessins, on voit des dessins des fois. Au début et à la fin du film, on voit des dessins où on reconnaît vraiment Ryo Saeba qui est entouré de filles. Mais
Mais j'ai du mal à reconnaître la patte de Tsukasa Ojo. Donc je sais pas si c'est vraiment lui qui les a fait. En tout cas, c'est vraiment des clins d'œil assez appréciables. Il y a beaucoup d'aspects manga dans ce film. Que ça va des bruitages au gag, entre guillemets. Une fois, on voit un gars qui tombe de haut. Parce qu'il a appris une mauvaise nouvelle. Enfin non, il tombe d'une sacrée hauteur. Et quand on voit le trou dans le sol, ben c'est comme dans les dessins animés de la Warner, quoi, des Looney Tunes. On voit une espèce d'ombre noire vraiment très grossière. Donc voilà, c'est ce genre de truc. Mais de toute façon, ce film, je le dis tout de suite, pour les fans purs et durs de City Hunter, c'est une déception, c'est clair. C'est un film raté. C'est un film qui n'a rien à voir avec City Hunter. Mais il faut nuancer tout ça. Ce n'est pas un film qui est désagréable à regarder, ce n'est pas un nanar. Enfin, pour moi, je pense, hein, je trouve, c'est l'impression que j'en ai ressenti. J'ai passé un beau moment. La dernière fois que je l'ai regardé, il y a quelques jours, je me suis marré avec ce film. Parce que c'est du burlesque, ça c'est clair. Jackie Chan, il en fait énormément. Il en fait trop, on a envie de dire. Il fait son cabotinage habituel, j'ai envie de dire. Bon, je suis pas censé commencer par les aspects du film, entre guillemets, hein. Je voulais d'abord vous raconter le scénario et tout. Mais ouais, je continue vraiment en finissant par dire qu'il y a beaucoup de gags, un petit peu pipi caca, j'ai envie de dire. Mais ça marche. Sérieux, moi j'ai été... c'est vraiment le Louis de Funès japonais, hein, Jackie Chan. Donc, attends, je regarde un truc vraiment 2 minutes. Attendez. Parce que là, j'aimerais pas faire de conneries. Je crois qu'il est hongkongais en plus, donc non, japonais, c'est une erreur. Je regarde sur Wikipédia, mais en ce moment, je rame ma connexion, je sais pas pourquoi. Donc, il est né à Hong Kong, c'est ça. Donc, désolé, je me suis trompé, il n'est pas du tout japonais. Je me suis toujours demandé c'était quoi enfin, c'est difficile de s'y retrouver avec les mandarins cantonnés. Hong Kong, en plus, c'est même pas ni une ville, ni un pays, hein. Je crois que c'est... je sais même plus si c'est une république ou un état, je me souviens plus, c'est tellement compliqué, quoi. Enfin bref, je fais beaucoup de HS dans cette vidéo, ça commence bien. Surtout que j'aimerais bien vous présenter le deuxième film City Hunter, entre guillemets, alors que je vous ai dit qu'il n'y en avait qu'un seul officiel, entre guillemets. Oui, il n'y en a eu qu'un seul, hein. La seule adaptation officielle de City Hunter, c'est celle-là. Parce que dans le film, le personnage interprété par Jackie Chan, c'est Ryo Saeba, c'est... City Hunter, le personnage interprété par Joey Wong, une fille encore une fois, assez mignonne elle aussi. Donc c'est Kaori Makimura, donc Saeko Nogami pour Shin Miyo, c'est les noms originaux, hein, je veux dire. Il y a même Hideyuki Makimura, donc qui est le frère de Kaori. Qui est interprété par Michael Wong là, mais on le voit pas longtemps, hein, il est vraiment au début, le film commence comme ça, je vais vous raconter le début du film, bien, et salutations, je me présente, je m'appelle Nicky Larson, je suis détective privé, je travaille en solitaire, et déjà quand on voit ça, on se dit que le film ça va être du lourd, et c'est l'un des seuls moments du film où on voit le vrai accoutrement de Nicky. Je sais même pas si, je me rappelle plus s'il a un t-shirt rouge, mais en tout cas il a une veste bleue, un pantalon noir, et voilà. Et dès le début du film, on voit donc Hideyuki Makimura, donc c'est Tony Marconi, hein, en VF, et qui dit, bah, lui c'est mon partenaire, mais je le garde pour faire les tâches ménagères. Non, je me rappelle plus. Je me rappelle plus la raison pour laquelle il le garde, mais enfin voilà, ils font un petit combat contre des gars qui surgissent de nulle part, pour montrer qu'ils sont vraiment des pros des arts martiaux, hein, alors que Nicky Larson, non, hein, il n'est pas un pro des arts martiaux, il sait se battre, mais c'est aucunement un pro du kung-fu, hein, donc voilà. Voilà, ça qui est un petit peu dommage, entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc voilà, et donc un beau jour, Hideyuki Makimura se fait tuer comme dans le manga, c'est l'un des rares aspects qui est fidèle au manga. Et il lui dit, je te demande, alors là je parle de la VF, hein, attention, j'ai vu que la VF, il a même pas de nom, hein, de toute façon, en VF. Et Jackie Chan lui dit comment tu te sens? Et Hideyuki lui dit comment tu crois qu'on peut se sentir avec 20 balles dans le corps? C'est vraiment pour vous montrer que c'est... Dès le début, le ton est donné, hein, ça c'est clair. C'est un film qui est avant tout comique, avant tout décalé, c'est ça le mot d'ordre de ce film. Mais j'ai envie de dire qu'il l'est beaucoup trop, et que c'est pas le but c'est pas ce que doit être un film City Hunter, ça clairement. Quand on voit le premier film City Hunter en version animée, hein, le premier film qui est sorti qui s'appelle Amour, Destin et un Magnum 357, donc Magnum of Love Destination en VO, et que j'ai regardé hier, donc, pour info, mais c'était pas la première fois, encore une fois. Et celui-là, il est vraiment très réussi, quoi. C'est peut-être le meilleur des films City Hunter.
encore qu'il y en a eu 6. Le dernier c'est Live on Stage, mais encore une fois entre OAV, TV spécial ou ce genre de choses, ou film, on s'y retrouve pas quoi. Alors qu'au final ça reste un film d'1h30, hein, je veux dire, voilà. Et voilà quoi, c'est un film qui est vraiment très réussi avec de l'émotion, des musiques de fou furieux, c'est des personnages charismatiques à souhait. C'est un film qui est énorme, et c'est à ça que doit ressembler à City Hunter, avec des prouesses de tir, et qui montre le génie de Ryo Saeba, qui montre que ce type c'est vraiment quelqu'un de surhumain, quoi, qui a des sens surdéveloppés, qui a un instinct de conservation, de survie de fou. C'est un gars qui a passé je sais pas combien d'années dans la jungle quand il était enfant, voilà quoi. Et là non, on retrouve quasiment rien du manga, à part l'humour, et encore que ça pisse pas loin encore une fois. Et pourtant, il y a des trucs sérieux hein, dans ce film. Il y a des gens qui meurent, il y a des meurtres gratuits. Je veux dire, c'est ça qui est assez paradoxal dans ce film, c'est que d'un côté, c'est très décalé et drôle, et de l'autre, ben voilà quoi, il y a des morts, il y a des terroristes qui rigolent pas. Donc Monsieur McDonald, vous n'êtes rien de plus qu'un vulgaire gangster. Donc voilà, et pour moi, ce film, il est culte, ça c'est clair. Parce qu'il y a des répliques, il y a des situations, il y a des trucs assez marrants. Je vous en raconte une autre là, c'est avec Oliver, qui est le... Je sais pas c'est quoi son nom en VO là, c'est le cousin de Kaori. Je crois qu'il est interprété par Tan Lapman. Encore une fois, les 3/4 des acteurs, c'est des figurants dont vous n'avez jamais entendu parler, hein, mais ils sont assez doués, quoi, je trouve. Surtout Oliver, qui est un gars avec des lunettes qui se fait passer pour le copain de Kaori, donc qui s'appelle Sonia hein, en VF. On se demande d'où il sort ce nom, hein, parce que c'est même pas Laura, là. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre. Et donc il dit, à un moment il se fait rembarrer par Kaori donc, et il dit je serai le riz que tu vas manger, je serai le pruneau que tu mets dans ton pudding, parce que je sais que tu mets du pruneau dans ton pudding, et ça fait une espèce de scène shakespearienne. Et il est applaudi par la foule autour de lui, c'est assez marrant, il dit « Vous croyez que j'en fais trop ? Eh ben ça me plaît d'en faire trop. » Et il regarde la caméra, enfin vous voyez, c'est du WTF quoi. Moi, si j'avais fait un Snake en vrai avec Nicky Larson, si j'avais fait Nicky Larson en vrai, ben nul doute que ça aurait ressemblé à ça quoi, enfin, même pas quoi. Même pas, ça aurait été beaucoup moins stupide, je veux dire, même ça, c'est pas aussi stupide que Snake en vrai, j'ai envie de dire, quoique, ça se vaut, j'ai envie de dire, mais voilà, quoi, mais ça me fait marrer, moi, franchement, c'est efficace. Bon, alors, donc, le scénario de ce film, donc c'est Ryo Saeba qui, après avoir perdu son coéquipier, donc Hideyuki Makimura, sur son lit de mort, il lui dit « J'ai un service à te demander, est-ce que tu peux prendre soin de ma nièce ?» C'est ça, ouais, en VF en tout cas c'est ça, hein. Je sais pas si en VO c'est la même chose, mais en VF c'est ça, c'est sa nièce, alors que dans le manga c'est sa sœur. Et ils se connaissaient déjà avant la mort de Tony. Donc, j'en suis déjà à 15 minutes alors que je voulais vous présenter l'autre film, il faut que je me dépêche un petit peu. Surtout qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Oui, qu'est-ce que je disais du coup oui, donc à partir de ce moment-là, ben, Nicky et Sonia, ah oui, en VF, j'ai oublié de dire, sur la jaquette, il y a marqué Nicky Larson, N-I-K-I, il me semble bien, ou 2-K-I, je me souviens plus. Donc, double faute d'orthographe, parce que normalement, c'est N-I-C-K-Y, hein, donc voilà. C'est quelque chose, hein, et on se demande vraiment pourquoi ils ont repris le nom de la VF, mais uniquement pour Nicky Larson, c'est pour ça que c'est un peu con. D'ailleurs, le fait qu'il y ait cette faute d'orthographe, et le fait qu'ils aient pas donné de nom aux autres personnages, comme Saeko, elle a pas de nom, hein, je veux dire, le personnage de Shin Mio, et Kaori, ben, c'est Sonia au lieu de Laura, donc vous voyez, c'est un petit peu bizarre. On se demande si les gars qui ont renommé les persos, qui sont occupés de la traduction française, connaissent vraiment l'animé. Enfin bref, il faut saluer l'initiative, hein, le fait que le film soit sorti en français, c'est déjà une très bonne chose. Et le doubleur français de Jackie Chan, moi je l'aime bien, je trouve qu'il est assez marrant, surtout quand il dit « Tu peux pas apprendre à conduire, imbécile !» quand il se fait percuter par une voiture, mais il y a plein de scènes vraiment à mourir de rire dans ce film. C'est vraiment le gros point fort de ce film, hein. Et vu que le film est tourné vers ça, qu'il est tourné avant tout vers l'humour, ben ça aurait été le comble hein, que le film ne soit pas drôle. Il y a une scène pour laquelle ce film est vraiment, il fallait que je vous en parle, est vraiment considéré comme culte. Déjà, rien que cette scène, elle est méga connue et rien que cette scène elle fait considérer le film comme un film culte. C'est bien évidemment la scène dans la salle d'arcade, quand Jackie Chan est projeté dans une borne d'arcade.
Et on voit des gamins qui jouent à Street Fighter 2 et ils se transforment en personnages de Street Fighter, quoi. Je veux dire, le personnage interprété par Gary Daniels, le blond, donc c'est Kim normalement son prénom, même si on l'entend jamais, encore une fois. Il se transforme en Ken Masters, quoi, tout simplement. Et ouais, il est habillé tout en rouge avec les cheveux blonds et tout, les gants qui vont bien. Et Jackie Chan se transforme en Honda, qui a été renommé Hondé. Parce que, pour l'anecdote, Jackie Chan avait un contrat avec Mitsubishi, et Honda, bien évidemment, c'est le nom d'une marque de voiture concurrente, quoi. Donc ils ont renommé Hondé, le sumo, et après il se transforme en Chun-Li, et on voit les deux gamins qui jouaient à Street Fighter 2 qui se transforment en Guile et Dalzim, enfin voilà, quoi, c'est avec les musiques originales, hein, les bruitages originaux, et avec des effets spéciaux de fou furieux, quand il rebondit sur le sol, enfin voilà, quoi, c'est du kitsch, quoi, tout simplement, hein, ça c'est clair. Bon. Il y a quelques aspects de Nicky Larson qui sont gardés quand même dans ce film. Je vais vous en énumérer quelques-uns. Alors, là pour info, je vais vous lire l'article que j'ai mis sur mon blog, sur mon espace perso Messenger, quoi. Enfin, live, puisque ça s'appelle live maintenant. Alors, les points fidèles à la série télé. La Mini Cooper rouge, on la voit 2 fois. Elle n'est pas utilisée dans le film, dommage. Le Colt Python 357 Magnum, oui, il s'en sert une fois pour exploser son réveil matin, mais après il s'en sert plus. Hein. Nicky est un gros dormeur et Sonia doit le réveiller pour aller voir ses clients. Nicky est réputé pour être le pire des obsédés, ça c'est vrai. Nicky est un dragueur invétéré. Nicky perd la tête quand il est avec des jolies femmes et est bien capable de se laisser piéger par elles. Nicky aime bien manger, mais là c'est trop mis en avant, quoi. C'est trop poussé à son paroxysme. Le gars c'est plus Nicky Larson, c'est Sangoku, quoi. Il voit de la bouffe partout et il pense qu'à ça du début à la fin. Ça c'est un petit peu abusé sur ce point-là. Alors la massue, c'est vrai, à 2 reprises il y a un coup de massue, ça c'est cool. La jalousie de la partenaire de Nicky, donc là c'est Sonia, c'est vrai. Même si elle irait jamais s'afficher avec des ennemis, hein, j'ai envie de dire, pour rendre jaloux Nicky. Nicky connaît ses adversaires, il sait beaucoup de choses. Nicky est capable de faire des miracles avec une arme à feu. C'est vrai, là il jongle avec l'arme de McDonald's, là. Il fait sauter sa goupille, c'est vrai. C'est l'une des rares points où on se croirait vraiment devant City Hunter. Nicky avait un partenaire qui s'est fait tuer par la mafia. Après ça, Nicky fait équipe avec un membre de sa famille. Encore une fois, c'est pas sa sœur là, mais sa nièce. Nicky fait tomber les femmes amoureuses de lui, même si celles-ci se montraient distantes avec lui au début, voire pire, hein, voire le repousser. Donc c'est le cas de Caroline, donc là la fille qui doit retrouver, je vais en reparler plus tard du scénario. Nicky fait toujours le pitre, mais dans les moments sérieux, il sait l'être, et il dit ce qu'il pense vraiment, comme dire que Sonia est sa fiancée. Ouais, ça aussi on retrouve un petit peu ça dans Nicky Larson. Nicky n'est pas fait pour le mariage, ouais, c'est vrai, à la fin il refuse l'offre de son patron, mais je n'en dirai pas plus pour pas spoiler. Je vais aussi noter les différences. Mis à part Nicky, les autres personnages ont changé de nom ou l'ont perdu, comme ce que je vous dis tout à l'heure, Laura qui s'appelle Sonia, ou Hélène qui n'a pas du tout de nom. Laura n'est pas la nièce de l'ancien partenaire de Nicky, mais sa sœur, et elle n'est pas enfant quand il la prend avec lui. Oui, parce que là, ça en vaut plus que le coup là aussi. Il ne vieillit pas d'un poil, mais il la rencontre alors qu'elle est enfant, et 2 minutes plus tard, elle est adulte. Il y avait un truc que j'ai oublié, c'est que les enfants, eh ben ça grandit vite, oui, mais pas aussi vite quand même. Alors Laura a les cheveux courts. Ouais, mais là c'est vraiment un détail. L'absence de personnages importants comme les indiques de Nicky, Mammouth, Myrna ou Raquel, ouais. Donc là, il n'y en a aucun, il n'y a même pas Mammouth, hein, Umibozu, il n'y est pas. Nicky ne roule pas en Ferrari, c'est vrai. Il conduit soit une Mini Cooper, soit une Fiat Uno, je crois que c'est la voiture de Laura. Nicky ne s'habille pas tout en blanc, ouais, c'est salissant. Sauf quand il met son costume de soirée, c'est vrai. Nicky n'a pas de bretelles. Quand il va sur le bateau pour suivre Sonia, Nicky ne prend pas son Python 357 Magnum, alors que normalement il le prend en permanence avec lui, voilà. Nicky est bien plus grand que Jackie Chan. Laura ne veut pas rendre Nicky jaloux en s'affichant avec d'autres garçons, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Nicky n'a pas de date de naissance, alors qu'il fête son anniversaire dans le film, c'est vrai. Sauf en admettant que le film se passe après que Laura lui ait donné une date de naissance, à savoir le 26 mars, qui est la date de leur rencontre. C'est vrai, Nicky ne se rappelle pas de ses parents, donc voilà. Hélène n'a pas de partenaire féminine, c'est vrai, donc là, la fille, on ne connaît même pas son nom, là, la fille avec une robe bleue, là. Quand elle se rend à un ennemi, elle est vraiment... ça en vaut plus que le coup, ce passage. Alors, Hélène ne s'habille pas comme une femme commando, en général, c'est plutôt Laura qui fait ça, ouais. Nicky n'est pas vraiment expert en arts martiaux, ce que je vous disais tout à l'heure, il se bat bien, c'est vrai, mais c'est surtout à cause de sa vitesse et ses réflexes que grâce à ses connaissances en Kung Fu. Ce n'est pas grand chose, mais l'absence de la formule codée XYZ est regrettable. Ouais, bon, donc voilà. Alors, le scénario de ce film, j'étais pas vraiment obligé hein, de vous dire les points, les différences et
et les points communs. Et je pense que je vous le referai pour le deuxième film. C'est assez intéressant quand même. Donc le scénario de ce film, ben, c'est Nicky qui est contacté par un riche millionnaire, hein, un riche... je sais plus ce qu'il est, il possède une société de je sais plus quoi. Mais c'est quelqu'un de très riche. Et il lui demande de retrouver sa fille, voilà, qui a fait une fugue, parce que sa mère est décédée, je crois, et la mère de la fille, hein, donc Caroline, elle s'appelle, et le gars qui l'emploie, c'est Monsieur Anderson, hein. Les noms ont été vraiment franchisés, ça me fait beaucoup marrer, enfin, américanisés, on va dire. Donc, oui, la femme de Monsieur Anderson est décédée, mais il a rencontré une autre fille et il veut se marier avec elle. Sauf que ça ne plaît pas à Caroline, donc, et elle va faire une fugue. Et donc Nicky Larson va essayer de la retrouver. Il la retrouve dans un skatepark. Elle s'enfuit en skate et là il y a une scène de skate avec une vingtaine de gars en skateboard. Je crois que Jackie Chan s'est blessé, hein. Il a essayé de faire les scènes lui-même en skateboard, mais il s'est blessé. Et après, bah, c'est Rick Ibaceta qui a continué cette scène, quoi, parce qu'il y a vraiment des scènes en skateboard où il saute par-dessus une voiture, ce genre de choses. C'est assez impressionnant quand même. Mais voilà, c'est des moments un petit peu WTF, j'ai envie de dire, du film. Il y en a pas mal comme ça. Alors, notamment la scène avec le spectacle, là, où il y a des gens qui chantent. Celle-là, je l'ai passée hein, dernièrement, parce que c'est assez annoying. Peut-être que les Hongkongais sont fans de ça, mais voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Apparemment, au box-office, il a eu 30 millions de dollars hongkongais, là. Au box-office de Hong Kong. Putain, c'est énorme. Grosse revenu, je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, c'est pas grave, il y a même pas le budget, là. Alors... Ouais, ce que je voulais dire, c'est que donc, après, il continue de poursuivre Caroline, mais elle arrête pas de le fuir. Parce qu'elle veut pas retourner auprès de son père. Et donc, elle finit par tabasser un gars qui avait un billet pour lui prendre ses fringues. Et dans sa poche, elle découvre un billet de bateau. Et donc, elle décide d'y aller. Parce que c'est une invitation pour une croisade, quoi, sur un bateau de luxe. Et Nicky va essayer de se faire embarquer dans le bateau. Mais monsieur, c'est la carte de votre club de gym. Non monsieur, c'est un chewing-gum. C'est vraiment énorme, quoi, sérieux. Et il finit quand même par se faire embarquer. Et voilà, il va essayer de la retrouver, mais il va découvrir que le bateau est envahi par des terroristes. Dirigés donc par Richard Norton, donc le colonel McDonald. Et avec ces hommes qui veulent dépouiller tous les passagers de leurs biens. Voilà. Assez classique, hein, sérieux. Et donc le duel va se terminer entre McDonald et Jackie Chan avec un combat avec des calistics pour Richard Norton, pour McDonald, des bâtons en fer, quoi, tout simplement. Et Jackie Chan de son côté aura des tonfas, mais à la fin il y a un bêtisier où on voit les scènes loupées, et on voit que Jackie Chan il s'est fait mal, hein, quand même à certaines reprises. C'est assez marrant. Même avec les tonfas, il y a un moment où il doit les cogner les deux entre eux, et à un moment il se fait prendre le petit doigt entre les deux, et ça fait mal, quoi, tout simplement. Putain. Et là on a mal pour lui à ce moment là. Enfin voilà, c'est assez marrant, c'est un concept qui sera repris dans le prochain film que je vais vous présenter, le film City Hunter unofficiel, j'ai envie de dire, non officiel, quoi, tout simplement. Et donc voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce film? Franchement, il y a des jolies filles, il y a de l'humour, il y a de l'action, c'est vrai. C'est un film qui est divertissant, que moi je conseille. Mais on est quand même en droit de se demander pourquoi ce choix d'acteur, pourquoi ce scénario, pourquoi cette manie d'avoir fait quasiment 100% dans l'humour. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez marrant. Je réfléchis, voyons voir, à d'autres choses que je voulais vous dire sur ce film. Ah oui, il y a un moment, il y a une scène de combat dans le cinéma où on voit un film avec Bruce Lee, dans le film Game of Death apparemment, donc ce serait le jeu de la mort en français. Et voilà, dans la scène du théâtre, il s'inspire de Bruce Lee pour battre ses ennemis qui sont blacks eux aussi. Parce que là, il se battait contre Karim Abdul-Jabbar, là, apparemment. Donc ouais, ah oui, c'est carrément un basketteur, dis donc. Ouais, et là, je me disais bien que ce nom me disait quelque chose. Voilà, et il y a un personnage qui se sert qui aime bien les jeux de hasard, qui joue aux cartes, qui gagne tout le temps, qui se sert de cartes qui peuvent découper. Ça, on le voyait dans un des tout premiers épisodes de Nicky Larson,
où c'était le vautour Ed Black. Qui faisait la même chose. Donc voilà, c'est assez marrant, il y a quelques points caractéristiques qu'on retrouve par rapport au manga. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est pas un film qui est très fidèle au manga d'origine, voilà, ça c'est clair. Bon, bah, je pense que j'ai fini. Hein. Si quelque chose me revient, bah, j'en parlerai plus tard dans le prochain film. Et le prochain film s'appelle tout simplement Mr. Mumble. Et ouais. Alors le film est sorti en 1996 et a été fait par Chun Man-Yuen, avec Michael Cho, Pauline Sun, François Zip, Eriki et Alex Ng. Et Jessica Suen aussi. Enfin, Alex Ng, il s'appelait, son vrai nom, je crois que c'est Hong-Nin Ng. Enfin voilà, je crois que c'est des Coréens. Alors, je suis pas très sûr. Pour la plupart, hein, parce que, bah non, c'est Hong Kong. Apparemment, c'est encore un film hongkongais. Mais moi, j'ai toujours cru que ce film, c'était une adaptation non officielle de City Hunter. Pourtant, le personnage interprété par Michael Cho, donc Mengbo, ou alias Mumble, bah, je crois qu'il s'appelle Ryo Saeba. Hein. Quoique, à moins que ce soit sur imdb.com, là, qui mettent de la merde, parce que... qui fasse un rapprochement avec les noms des personnages. Parce que non, hein, normalement, c'est Yashi, le gros. Le personnage interprété par Alex Ng, donc Umibozu, il s'appelle Le Gros en version française, c'est assez marrant. Et Wei Hung, le personnage de Jessica Suen, qui veut se venger de Mumble, c'est pas du tout Kaori, hein, franchement, quoique, le coup de massue à la fin. Enfin voilà quoi, c'est assez bizarre ce film. Mais moi ce que j'en pense, c'est que c'est pas une adaptation officielle parce qu'il n'y a pas les vrais noms. Il n'y a pas le vrai nom de City Hunter, même si là je vois une affiche avec la même police utilisée pour le titre Mr. Mumble, la même police que City Hunter. De toute façon, on sent clairement que c'est du City Hunter, hein, avec l'accoutrement du héros. Il est habillé de la même façon, je veux dire, le gros, c'est Umibozu, hein, je veux dire, habillé en treillis chauve, géant, avec des lunettes noires. C'est vraiment lui, hein, les personnages sont incroyablement ressemblants, pour la plupart, j'ai envie de dire. Mais vraiment la force de ce film, c'est qu'il est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus, comment je pourrais dire, beaucoup plus fidèle au manga que le film de Jackie Chan, enfin avec Jackie Chan, même si ça pisse pas loin non plus, hein, ça c'est clair. Il n'y a pas vraiment de gros films sur City Hunter, de films qui ont vraiment fait l'unanimité, hein, parce que ce film c'est du 50-50, hein, je veux dire c'est pareil que le film de Jackie Chan, il est loin d'avoir satisfait tout le monde. Pourtant moi je le trouve supérieur au film avec Jackie Chan, et je le trouve... bon c'est vrai que c'est une version un peu plus soft, hein, j'ai envie de dire un petit peu plus légère, hein, de City Hunter, mais je le trouve convaincant, voilà c'est ça le mot. Et assez fidèle, et surtout le nombre de clins d'œil, quoi, c'est juste hallucinant. Et on va voir ça tout de suite avec le nombre de différences et de points forts, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus que pour le film avec Jackie Chan. Alors la Mini Cooper rouge qui apparaît à la toute fin du film, c'est vrai, parce que la voiture qu'il utilise dans l'intégralité du film, bah, c'est pas la Mini Cooper, mais c'est une petite voiture rouge qui sera défoncée par le gros, il sera coincé à l'intérieur. Mais ce qui est marrant avec ce film, c'est qu'il est censé raconter comment Nicky Larson obtient sa Mini Cooper et comment il obtient, pourquoi il porte une chemise rouge. On va en reparler. Alors le costume complet, bien sûr, veste bleue avec les manches retroussées, très important. Un maillot rouge avec les manches remontées à l'intérieur et un pantalon noir. Mumble, c'est vrai que j'aimerais bien avoir la même chemise, hein, parce que le reste je les ai déjà. Mumble a exactement la même coupe de cheveux que Nicky, c'est vrai. Mumble est un dragueur que même une porte fermée ne décourage pas, et un obsédé qui n'hésite pas à espionner les jolies filles qui se déshabillent, comme Nicky. Le coup de sac que se prend Mumble à la fin fait irrémédiablement penser à un coup de massue, ouais, même avec la forme du sac. C'est pour ça qu'elle peut être considérée comme une Kaori, mais la fille là, Jessica, qui est son nom d'actrice, hein, je me rappelle plus de son nom dans le film, mais pour moi non, hein, Kaori est totalement absente. On va en reparler dans les différences. Mumble aime les boîtes de nuit comme Nicky. Mumble utilise des expressions telles que « la vie est mal faite », comme Nicky, c'est vrai, « si belle et elle n'a pas de clients hein, »,« la vie est mal faite ». Nicky et Mammouth se disputent souvent et se balancent des vannes, comme Mumble et le gros. Mumble saigne du nez quand il est excité par une jolie fille, effectivement, comme dans le film, comme dans l'animé. Le gros tient un bar et il fait peur à ses clients, tout comme Mammouth, même si ça n'apparaît que assez tard dans la série. Hein. Là, il l'a déjà, pour un film qui est censé se passer avant. Mumble prépare une ambiance romantique quand Sharon est chez lui la première fois.
Nikki fait des choses similaires. Mumble a un tel comportement qu'on pense que c'est un minable qui n'est bon à rien, mais quand on lui cherche la merde, il s'est prouvé qu'il est exceptionnel comme Nikki. Nikki est prêt à se déguiser en femme pour faire son travail, tout comme Mumble, c'est assez marrant cette scène. Mumble protège les autres, y compris les enfants comme Nikki. Mammouth arrive toujours à temps pour aider Nikki comme le gros avec Mumble. Le gros rougit quand il a affaire à une jolie fille comme Mammouth. Putain mais c'est pas fini, on a énormément des points communs quoi. Mumble lit des magazines de charme comme Nikki, Mumble est du genre à s'enfiler plusieurs bières comme Nikki, 12 bières et 3 vodkas, voilà comme au début. Comme Nikki qui nous a prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait se retrouver complètement saoul dans la rue après une soirée bien arrosée, Mumble se fait piéger. Je vais assez vite franchement parce que c'est vraiment très long. Et c'est pas la partie la plus intéressante. Mumble se fait piéger par Lao Tang, une fille qui en vaut plus que le coup elle aussi, en buvant un somnifère, tout comme Nikki se fait piéger par Hélène qui lui avait elle aussi fait boire un somnifère. Dans l'épisode avec David. Yashi s'habille en haut blanc et jupe violette au début, c'est vrai. Yashi, un personnage vraiment culte, elle aussi. Un personnage qui en vaut plus que le coup, tout comme, et surtout comme Françoise Yip, l'actrice. Ah ouais, Saeko, même quand c'est dans des films en vrai, elle est toujours aussi sexy, ça c'est clair. Yashi vient voir Mumble quand elle a besoin de lui et lui promet monts et merveilles pour le convaincre et pour le séduire, tout comme Hélène avec Nikki, qui elle ne lui paye jamais d'ailleurs. Mumble sait à qui il a affaire quand on lui présente le père de Sharon, il connaît bien le milieu de la mafia. Mumble désarme ses adversaires en tirant dans leurs flingues comme Nikki, Mumble abrite les jolies filles sous son parapluie comme Nikki, Nikki fait tomber les femmes amoureuses de lui même si celles-ci se montraient distantes avec lui, tout comme Sharon. Vers la fin, quand la fille d'un ancien ami veut tuer Mumble, le gros arrive et raconte que son père n'a pas été tué par Mumble, mais qu'il s'est fait tuer pour préserver sa fille. Scène qui n'est pas sans rappeler l'épisode Sonia Field et Kenny Field. On voit que Mumble n'est pas très bavard sur son passé et qu'il lui est arrivé des choses pas très gaies, tout comme Nikki, et que c'est un passé assez trouble, et que d'ailleurs les producteurs de films et tout ça s'en servent pour inventer tout un tas de trucs. Mumble ressent le danger quand il en voit l'image autour de ses yeux s'obscurcit, et on ne voit qu'une barre autour de ses yeux, comme dans City Hunter, ça c'est assez marrant, c'est vrai. Quels que soient les efforts que fait Nikki pour protéger sa cliente, les méchants arrivent toujours à les capturer au bout d'un moment, mais Nikki la sauve toujours, comme Mumble avec Sharon. Nikki aime bien charrier ses adversaires en leur balançant des vannes, comme Mumble avec le tueur. C'est vrai, ouais, genre, vous voulez que je m'avance? Je suis un peu loin là pour vous. À la fin du film, Mumble prépare lui-même ses armes, comme le fait Nikki dans l'épisode 3 par exemple, avec le boxeur, en fabriquant lui-même une balle pour le fusil, elle est en or pur, et j'ai dosé la charge de poudre pour que la balle reste dans ta tête, et n'atteigne personne d'autre. Je le connais par cœur, quoi, sérieux. Quoi d'autre? Mumble utilise un bras de fer, pas un truc comme Jiménez Garcia dans Shenmue, mais un espèce de bras avec des points en fer qui amortit le recul de son arme. Parce qu'avec un Magnum 44 trafiqué, il faut amortir le recul, sinon ça vous casse le bras. Voilà, c'est le genre de choses dont est capable Nikki, j'ai envie de dire. Alors, le gros défonce un mur et tire dans le tas avec un lance-roquette. C'est le travail tout en finesse de Mammouth. Dans un épisode de Nicky Larson, Nikki dit à Laura une phrase avec un sens caché. « Je crois que tu as oublié ce que je t'ai appris sur les armes à barillet !» pour qu'elle s'en sorte, alors qu'elle est prise en otage, et Mumble fait un petit peu la même chose avec Sharon en lui rappelant à quoi ils s'amusaient quand ils étaient en balade ensemble. C'est vrai, c'est exactement la même chose. Mumble essaye de trouver du travail en distribuant des tracts, comme Nikki et Laura, c'est vrai. À la fin, Mumble se retrouve avec son Magnum 44 modifié, et sauf qu'il n'a plus son bras de fer, et s'il tire sans l'avoir, il aura le bras cassé. Il aurait été très capable de le faire, et de se casser le bras pour sauver les otages, à l'image de Nikki qui se tire une balle dans la main dans le tout premier épisode, pour sauver une jeune femme. Ouais, sauf qu'il a évité les os. Alors que là, avec un bras cassé, on se demande ce qu'il aurait pu faire. Nikki fait toujours l'idiot et réclame sans arrêt des récompenses spéciales à ses clientes. Mais quand il y en a une qui est prête à assouvir ses désirs, j'ai envie de dire, il se dégonfle. On sent que s'il joue les obsédés, c'est pour oublier la tension que lui procure son métier et les drames qu'il a vécu dans le passé, mais qu'en réalité il ne profiterait jamais d'une fille comme Mumble. C'est vrai, à la fin il fait exactement la même chose. Alors les différences, il y en a beaucoup moins là bizarrement. Nikki s'appelle Ben Shaw, donc alias Mumble. Évidemment c'est pas les vrais noms comme je vous l'ai dit. Mammouth s'appelle Le Gros, Hélène s'appelle Yashi, mais Mr. Mumble n'est pas une adaptation officielle. Alors les persos ne peuvent pas porter les mêmes noms. Ouais mais encore une fois je me demande, franchement c'est assez bizarre ce film.
Nikki n'a jamais fait partie de la police, même dans une unité spéciale comme les Tigres, on va en reparler du scénario. Absence totale de Laura ou d'autres personnes comme Myrna Raquel. Mammouth n'a pas le Mammouth n'est pas le partenaire de Nikki, au contraire ils sont plutôt rivaux. Mumble n'a pas de Mini Cooper, en tout cas pas au début, mais ceci... ceci s'explique par le fait que Mumble est censé raconter la genèse de Nicky Larson, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'où l'explication de la chemise rouge par le gros. Et depuis ce jour-là, il porte toujours des chemises rouges. Donc, je vais pas trop en parler pour pas spoiler. Nicky a un Colt Python 357 Magnum 4 pouces et pas un Smith & Wesson Magnum 44 6 pouces. Ouais, c'est vrai, c'est pas la même arme. Nicky n'habite pas au-dessus du bar que tient Mammouth. Quand Nicky s'habille en costume, en général, c'est dans un costume blanc et pas noir, même si c'est un costume de location. Nicky n'a pas de date de naissance, alors que Mumble dit à un moment, là, il y a une erreur, je suis né un autre jour. Voilà. Il connaît pas sa date de naissance. Pas de formule codée XYZ, voilà. Ouais, sinon, dernière petite précision, là. Je viens de remarquer que le Magnum 44 là et même toutes les armes en général qu'utilise Mumble, c'est pas du 6 pouces, hein, j'ai plutôt l'impression que c'est du 8 pouces, hein, vu la longueur du canon. Donc ça aussi, petite différence par rapport à l'original, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, je saurais pas dire si cette adaptation est officielle ou non officielle. Je pense que c'est du non officiel, mais ça m'étonne que ce film ait pu être finalisé, entre guillemets, et ait pu être commercialisé sans problème, sans avoir de problème de droit d'utilisation des persos et tout. Mais c'est vraiment très plaisant, hein, franchement, de voir les pérégrinations, j'ai envie de dire, de ce personnage habillé en veste bleue, hein, avec le costume de Nicky Larson, quoi, tout simplement. C'est du vrai Nicky Larson. On sent que c'est on reconnaît le personnage, ça c'est clair. Alors le scénario de ce film, je vais vous l'expliquer brièvement. Mumble fait partie d'une organisation, non pas d'une organisation, enfin de la police hongkongaise, quoi, tout simplement. Alors dans une unité spéciale qui s'appelle les Tigres, c'est l'un des meilleurs tireurs, l'un des meilleurs agents. Et lors d'une mission où il y a des terroristes qui ont pris des otages sur un toit. En fait, c'est qu'une répétition. on le voit après, mais ça va pas l'empêcher de se faire virer. Et pendant ce temps-là, tous les tigres ont été appelés au renfort parce qu'ils demandent une certaine somme d'argent ou une voiture. Et dans une demi-heure, ils laissent une demi-heure à la police pour leur apporter tout ça, et toutes les 5 minutes, ils vont tuer un otage. Et les tigres, il manque Mumble, donc il leur manque un tireur pour leur opération. Et parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et pour remplacer Mumble, eh ben, ils vont le chef qui s'appelle Chi, je crois. Il va engager il va désigner le chauffeur, quoi, tout simplement, qui n'est pas du tout, qui s'appelle Petit Ming, qui boit trop de café et qui n'est pas du tout qualifié pour tirer. Et il va tuer tout le monde, même les otages. Et c'est à ce moment-là que Mumble arrive. Il arrive trop tard, hein, à la fin, quand tout le monde est mort. Et il lui fait la morale, il dit « Petit Ming, pourquoi tu as pris les armes? Tu bois trop de café, tu n'es pas fait pour ça. » Et Chi enlève le masque de Mumble et dit « Monsieur a quelque chose à dire et tu es viré. Donc bois autant que tu veux maintenant. » Parce qu'il était dans une boîte de nuit, hein, à séduire les filles et tout ça. Et il s'est enfilé je sais pas combien de bières et de vodka, encore une fois. Et voilà quoi, et Yashi essaye de l'appeler pour voir ce qu'il fout. Mais c'était qu'une répétition. Donc les acteurs se relèvent et ils montrent qu'ils faisaient semblant. C'était qu'un exercice, mais ça n'empêche pas que Mumble se retrouve à la rue, il est renvoyé de la police, et il essaye de trouver un autre travail avec le gros. et voilà quoi. Moi j'ai adoré ce film, c'est clair. Pour moi c'est un film qui m'a vraiment marqué, qui m'a assez inspiré, hein, quand même, ne serait-ce que pour Snake en vrai, ne serait-ce que pour les musiques utilisées. Il y en a deux que vous connaissez certainement si vous êtes fan de ma série, hein, j'ai envie de dire, de mon œuvre, qui est Snake en vrai. Parce que j'en ai utilisé deux, dont l'une qui est méga connue, hein, je veux dire, Stand By Me de Ben E. King, c'est une musique de référence, hein, je veux dire, c'est une chanson culte, hein, qui a été reprise par John Lennon, etc. Stand By Me de Ben E. King, c'est une musique qu'on entend à 2 reprises dans ce film, notamment à la fin, la scène de fin, qui est assez marquante, hein, quand Sharon veut récompenser Mumble, et on voit qu'il refuse, quoi, tout simplement, parce que ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Et voilà, à ce moment-là, on entend Stand By Me, et c'est pour ça que moi j'ai utilisé Stand By Me dans Snake en vrai, dans l'épisode le 2, je crois, où on voit Beryl qui fait un clin d'œil à la caméra, on voit, désolé pour la gerbe, on voit aussi, quoi d'autre, mais dans l'épisode 4, quand il boit un verre avec Léon, et qu'il lui raconte son histoire et tout. Si j'ai utilisé cette musique, c'est parce qu'elle est utilisée dans Mumble, voilà, c'est pas pour autre chose. Et aussi, la deuxième qui est utilisée, que j'ai découvert avec ce film, hein, qui n'est pas très connu, c'est de la pop coréenne, hein, c'est Sienchi Richie, et le nom de la musique c'est I Feel Good, pas la version de James Brown, mais voilà, ça n'a rien à voir d'ailleurs, c'est juste le titre qui est la même. Voilà, c'est un artiste qui est sans nul doute, qui est très populaire en Corée, et les Coréens ils sont très doués pour leur pop, la pop coréenne, c'est un style de musique qui est complètement différente du reste, je veux dire, c'est un peu comme la J-pop, et ils sont très doués pour ça, hein. Il y a Lexi aussi, dont j'ai utilisé une de ses musiques, le thème de fin de Snake en vrai 3, et I Feel Good de Sienchi Richie, ben, je l'ai utilisé pour le thème de fin de Snake en vrai 4, et quand Oslo fait haut les mains peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain, voilà, c'est cette musique que vous connaissez, je suis sûr, hein, je suis sûr que vous, si vous êtes fan, encore une fois, vous l'avez reconnue maintenant, et on l'entend à plusieurs reprises dans Mumble, et elle est excellente, quoi, et voilà, au niveau des gags et tout, au niveau de la mise en scène et tout, moi j'ai trouvé ça réussi, au niveau du scénario et tout, voilà, j'ai trouvé ça réussi, même si, encore une fois, on sent bien que c'est pas vraiment du vrai Nicky Larson. On sent que Mumble réagit différemment. Enfin, il a des points des points communs, voilà. Pour certaines choses, il réagit de la même façon, genre 4 hommes musclés contre une femme, ça va, vous aimez les combats équilibrés, enfin ce genre de choses. Il dit un petit peu les mêmes choses, vous aimez le risque, voilà. 3 femmes contre une pauvre vieille dame, ça va, je vois que vous aimez le risque. Voilà, ce genre de choses, mais pour d'autres, on sent que Nicky Larson, Ryo Saeba, aurait réagi différemment. Enfin, voilà, c'est pas du vrai Nicky Larson. Et on attend toujours un vrai film City Hunter qui sera vraiment très fidèle. Mais j'ai envie de dire que si c'est pour faire la même chose que Dragon Ball Evolution, non, franchement, vaut mieux s'en passer. Hein, franchement, ça c'est clair. on s'en passera volontiers. Voilà, ce genre de bêtises avec des remaniements, genre le héros collégien ou ce genre de choses, des clichés, etc. Non. Il y a moyen de faire quelque chose de bien avec City Hunter, mais malheureusement c'est une série qui stagne, j'ai envie de dire, qui n'est plus du tout dans l'actualité. Je veux dire, à part le jeu PC Engine que je vous ai testé, le seul jeu City Hunter officiel, hein, sur PC Engine, sur console, qui était très basique, hein. Mis à part ça, il n'y a pas d'autres jeux vidéo, il n'y a pas d'autres films, il n'y a pas d'autres... il n'y a pas d'autres OAV, il n'y a pas d'autres épisodes, il n'y a pas d'autres mangas, voilà, on a quelques rééditions, on a quelques éditions bonus, ce genre de choses, mais voilà quoi, c'est une série qui est terminée malheureusement, qui ne vit plus, où il n'y a rien de nouveau quoi, contrairement à Dragon Ball Z où il y a tout le temps des nouvelles choses. Qui aurait cru qu'il y aurait un film live action avec des vrais acteurs sur Dragon Ball il y a quelques années, même si on en parlait, hein, on en parlait depuis des siècles. Mais voilà, moi j'aurais jamais cru qu'il y aurait un film Dragon Ball, et je ne l'ai pas vu, et je n'ai pas du tout l'intention de le voir, voilà, ça c'est clair. Donc j'ai envie de dire que si c'est pour faire de la merde, c'est pas la peine, voilà. Et que City Hunter soit fini ou pas, pour moi ça ne change strictement rien, pour moi City Hunter c'est toujours vivant dans mon cœur, ça c'est clair, et ça le sera toujours. C'est une série qui est vraiment culte, et qui a vraiment apporté quelque chose de différent, donc voilà. Avec la libellule, le corbeau, la massue, etc. Voilà, donc voilà, pour moi, si vous ne connaissez pas encore City Hunter, ben, j'en profite pour vous conseiller vivement de regarder ne serait-ce que quelques épisodes, et en particulièrement en VF. Parce que City Hunter, c'est l'une des rares séries animées, j'ai envie de dire, que je préfère largement en VF, ça c'est clair. Avec Maurice Sarfati et tout, Michel Barbet, Vincent Ropion, qu'on peut retrouver dans Mass Effect, hein, soit dit en passant. Donc voilà, je vais vous laisser là. Encore une fois, il y avait un autre film aussi, je ne me souviens plus, 2 secondes, je vais aller regarder sur Wikipédia encore une fois. Voilà, je pense pas que ce soit un film qui soit trouvable en français. C'est un film qui s'appelle Savior of the Soul, un film hongkongais de 91, qui prend certains éléments de City Hunter,
comme par exemple, même si le scénario n'a pas grand chose à voir avec le manga, on peut voir les personnages de Ryo, Saeko, Makimura, donc c'est Tony, c'est ça, ouais. Donc Hideyuki et Kaori, et pas Grey Fox, mais ouais, c'est Silver Fox, quoi, tout simplement. C'est le renard argenté, quoi, qu'on voit dans l'animé, qui apparaissent dans ce film. Je l'ai pas vu, je pourrais pas vous en parler, mais ça m'a pas l'air d'être vraiment un film City Hunter à proprement parler. Donc voilà, on parle aussi d'un nouveau film de City Hunter, mais on n'a pas de nouvelles. Avec, dans le rôle de Ryo, on aurait l'acteur Jun Woo-sung, mais encore une fois, on n'a pas du tout il serait produit par la Fox et par la compagnie coréenne du Sud, SSD, mais on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. En tout cas, voilà, si on n'a pas de... C'est vraiment une série qui mériterait d'être plus populaire, hein, franchement, parce que là, je vois qu'elle n'a été classée que 66e sur 100 par quoi? Mais... Ah oui, un sondage fait en 2005 par TV Asahi. Voilà, 66 sur 100 des séries télé les plus populaires, votées par nous, quoi, tout simplement, par ceux qui regardent l'animé. Mais 2005, c'est un peu tard, hein, franchement, 2005, ça faisait belle lurette qu'il y avait plus rien sur City Hunter. Si ça avait été fait 10 ans plus tôt, je suis sûr qu'elle aurait été peut-être dans les 30 premiers, j'en sais rien. Mais voilà, 66e pour City Hunter, pour moi, c'est clairement pas normal. C'est une série qui mériterait d'être au moins dans les 10 premières des meilleurs mangas de tous les temps, ça c'est clair. Voilà. Enfin bref, pour moi c'est mon préféré, ça c'est clair. Pire que Dragon Ball Z. Donc je pense que je vais vous laisser là au niveau des... Faut que j'arrête de parler lentement là. Kevin sort de ce corps. Kevin Crouvisier. Donc voilà. Je vais vous laisser là. Je pense que je vous ai plutôt bien résumé la situation. De toute façon, vous avez vu les scènes contextuelles. Hein. À chaque fois que je parlais d'une scène, je la mets à l'écran, comme j'ai fait pour Hitman le Cobra, comme j'ai fait pour tant d'autres. Hein. Je le fais sans arrêt, ce genre de choses. Donc voilà, on en est bientôt à 1 heure. C'est largement suffisant pour 2 films pour le prix d'un, hein, quand même, pour cette critique ciné. Voilà, c'était ma critique ciné consacrée au film City Hunter. Encore une fois, désolé pour Savior of the Soul, là où je sais pas quoi, le dernier que je n'ai pas vu. Désolé de ne pas vous en avoir parlé. Je pense que c'est à peu près tout. J'espère que j'ai assez bien résumé la situation. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao les gars.